Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le commandant de bord vous prie de rejoindre vos places. Nous n'allons pas tarder à décoller pour l'île de Pâques. Merci. Je pense que pour améliorer les conditions du vol, nous éteindrons au moins en partie et recréerons cette ambiance nocturne si profitable. Ça ne s'appelle qu'un conditionnement comme un autre, hein, voilà. Et pour information, puisqu'on m'a posé la question plusieurs fois, la vidéo de cette conférence sera disponible sur notre site internet. Alors je vous demande de noter l'adresse. Nous sommes l'association Culture Populaire qui aidons Jacques à organiser cette conférence. Et l'adresse internet, c'est cultpop.fr. Il était temps, hein. Il était temps. Je répète, avec les 3 lettres. cultpop.fr, voilà. En tous les cas, infiniment merci pour la qualité de la mise en œuvre de la soirée, de l'accueil et tout ça. Tout le monde est très sympathique à mon égard. C'est vraiment une soirée rêvée et c'est comme ça depuis le début. C'est pourquoi on a envisagé, Adrien étant l'autre partie de la cheville ouvrière, de revenir vous voir de manière rythmée jusqu'au moment où ce deuxième film sortira. Cela de telle sorte que vous puissiez vous instruire de cette espèce de pensée particulière, celle des anciens, de manière aussi agréable que possible et fondamentalement juste, ce que vous pourriez vérifier si vous aviez toutes les lectures disponibles, que ce soit sur Gallica, Google Books, etc. Des livres modernes dans ce sujet, il n'y en a pas qui vaillent la peine, c'est pourquoi je me permets de vous inviter à choisir parmi les livrets. Mais grâce au travail d'Adrien, qui va me décharger en partie de mes difficultés administratives, parce qu'on est en procès depuis 9 ans maintenant, d'une part, et que j'ai la charge d'une association culturelle, je vais pouvoir libérer du temps et non plus ne faire que rédiger des livrets, mais franchement des livres. Le premier a été épuisé en très peu de temps, consacré à l'affaire Fulcanelli. Il y aura le deuxième tome, je pense, d'ici la fin de l'année. Et comme normalement le film numéro 2 devrait sortir entre Noël 2016 et Pâques 2017, on devrait se revoir au moins 1, 2, voire 3 fois. Comme j'apprécie que toute personne, même qui pense elle-même ne pas être cultivée, puisse profiter de cette culture très spécifique, vous l'avez compris, j'ai essayé de rendre facile et accessible des notions réputées ardues en mathématiques, j'ai choisi de vous expliquer les modalités de l'expression générale dite cabale hermétique grâce au jeu de tarot. Donc vous aurez des images et je vous expliciterai comment les choses sont transmises à des époques où les langues et l'écriture et toutes ces choses-là sont en déshérence quasiment, puisque ça change tout le temps. Donc on verra que la base que j'ai exposée ici, simplement, est la même pour le jeu de tarot, et c'est très intéressant. Deuxième partie, l'île de Pâques et fit le nombre d'or. Selon les astronomes, le site de Gizeh en Égypte serait le centre des terres émergées de la planète Terre. Cela confirme ce qu'avaient remarqué les nombreux savants qui accompagnèrent Napoléon Bonaparte lors de la campagne d'Égypte, qui fut aussi la première campagne scientifique dans l'histoire moderne. 153 savants de toutes disciplines, ainsi que des artistes, dessinateurs, géomètres, etc., avaient accompagné l'armée et au moins pour une fois s'étaient distingués, non pas dans le domaine du sang qui coule, mais de l'intelligence qui progresse en allant directement sur un site. Cette tentative de Napoléon était la troisième. En réalité, Louis XV avait essayé, Louis XIV avait essayé. Donc, la première chose que j'avais constatée lors de mes études, c'est cette petite remarque utile, parce que dans l'ouvrage géant, 18 tomes, 20 avec les tomes complémentaires pour s'y retrouver, dans la description de l'Égypte, donc, il y avait une phrase qui disait « L'Égypte est le carrefour de 3 grandes zones terrestres, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. » Et ça suffisait déjà amplement à me mettre sur la piste de ce que je vous expose maintenant. La découverte immédiate, après celle des curiosités de la Grande Pyramide d'Égypte, dont on a vu que dans ce premier film, elle était codifiée par le nombre d'or, 1,618, c'est que la polarité qui est sous-entendue dans la religion égyptienne, ce qu'on appelle religion, fait qu'on trouve à l'est du Nil
la zone pour les vivants et à l'ouest, la zone pour les morts. En haut, la zone pour la végétation, en bas, la zone pour les roches, etc. On a Isis et Osiris, on a Isis et Nephthys, sa sœur, on a Osiris et Seth, son frère. En fait, ce sont des polarités, le bien, le mal, la douceur, la fermeté, etc. La femme, qui n'a pas enfanté, celle qui a enfanté, etc. Ce sont donc des polarités discrètement installées. Et lorsque m'est venue l'idée de savoir quelle est la polarité associée au site de Gizeh, j'ai recherché l'endroit le plus isolé et le moins habité sur la Terre. Il faut se rappeler quand même que le Caire, capitale de l'Égypte moderne, c'est quasiment 20 millions d'habitants. C'est la plus grande ville d'Afrique et du Moyen-Orient en même temps, et certainement également de l'Europe. Mais il n'est pas bon de dire cela, ça attirerait trop l'attention vers un pays dit sous-développé. Moi, ce que j'ai retenu de l'Égypte, outre l'ancienne Égypte, c'est que l'Égypte moderne, quoi qu'on en pense, elle est constituée de gens extrêmement accueillants, très ouverts à l'Occident, qui n'est pas du tout crispé sur un islam, etc. Mais il y a des petites touches, en revanche, où on se méfie de tout cela. Et donc, j'ai promis à quelqu'un ici de faire juste une analyse du mot Allah, qui est le nom de la divinité pour les musulmans, pour que tout le monde comprenne comment fonctionne ce langage particulier. Donc, j'avais remarqué que la distance entre l'île de Pâques, le point le plus isolé et habité sur Terre, et Gizeh, c'est-à-dire le site des Grandes Pyramides, faisait cette distance 16 180 km, c'est-à-dire la valeur numérique du nombre d'or, qui est une proportion multipliée par la valeur du quart du périmètre terrestre. Et là, de nouveau, avec ce morceau de périmètre, pi et phi sont associés. On voit que c'est l'une des modalités polarisées pour les anciens de faire comprendre ce qu'ils souhaitent nous faire comprendre. On n'en est pas encore là, mais ça viendra. Il y a encore 6 films. Première remarque, donc, on a des dimensions, des constantes qui sont des proportions, on a des coudées, etc., mais je ne vous le dis pas pourquoi maintenant, et on a des kilomètres, ça au minimum 27 siècles avant notre ère. Ça, tout cela, vous pouvez le vérifier sur Google Earth. Il suffit simplement d'ouvrir la carte et de faire cette opération de jonction. Pour parler savamment, ici on ne parle pas de droite ou de courbe, mais du mélange des deux, c'est-à-dire géodésique. Lorsque vous êtes sur un plan, une droite c'est comme ça, mais sur une sphère ou un plan multiple, c'est-à-dire décalé dans l'espace et dans le temps, ça s'appelle géodésique. Et cette géodésique allant de l'île de Pâques à la grande pyramide de Gizeh, et à son sommet plus précisément, affiche une valeur métrologique équivalente à celle numérique du nombre d'or multiplié par la valeur kilométrique du quart de l'équateur terrestre. Alors là, j'exprime les choses de manière rigoureuse, avec un vocabulaire normalisé pour les matheux. Voilà. Donc vous voyez ici, et la précision est très très importante, puisque la valeur du nombre d'or c'est 1,618,033, alors que cette dimension c'est 0,2. Donc il y a vraiment très très peu de différence. L'autre remarque, j'étais aux Beaux-Arts et j'avais l'habitude de décomposer par des angles toutes les compositions, comme on l'a vu tout à l'heure dans une diapo. Et j'ai tout de suite noté qu'entre l'équateur horizontal sur la carte en projection de Mercator, c'est-à-dire projection d'une sphère sur un plan, eh bien, l'autre ligne qui est en rouge ici était dans un rapport d'angle de 30 degrés, c'est-à-dire un 12e de cercle. Donc cette chose immédiatement a fait tilt. Non seulement il y avait phi multiplié par 10 000 km, mais encore c'est 30 degrés. Je trouve d'ailleurs que le site même des Grandes Pyramides est à 30 degrés de l'équateur. Et là où c'est devenu un peu encombrant pour ma tête, c'est que la projection nord de cet équateur penché, alors qu'avant je l'appelais le tapis rouge, c'est devenu l'équateur penché lorsque, avec des atlas géographiques et des maps-mondes et toutes ces choses-là, j'ai remarqué que sur ce tapis rouge, il y avait un très grand nombre de sites d'une première importance dans l'histoire des hommes et dans la culture aussi. J'en avais dénombré 43. Pour le film en question, je n'en ai sélectionné que 18 et vous découvrirez les autres ultérieurement. Donc ces occurrences supplémentaires, ces coïncidences, donc 30 degrés, un 12e de cercle. Alors là, si vous réfléchissez vite et bien, vous avez un cercle dont le rayon est 1. Que va faire le 12e de ce cercle en arc? Une coudée. Donc ces choses-là m'avaient un petit peu ébouriffé la tête, et j'appelais ça équateur penché. Et là où ça devenait grave, disais-je, c'est lorsque j'ai découvert la projection au nord de cet équateur penché, et qu'elle apparaît comme ça lorsqu'elle est
en quelque sorte géométrisé. La distance Île-de-Pâques-Gizeh, c'est 16 180 km, donc en kilomètres avec une constante et dans le système décimal. Et quand j'ai visé le nord de cette figure-là, dont la base était là, j'ai trouvé des côtés de 10 000 km. C'est normal puisque c'est un équateur. Et au sommet, c'est le nord géomagnétique. Sa particularité, c'est d'être polarisé avec le nord axe de rotation de la Terre, qui est dit le nord géographique. En effet, la polarisation est simple. Ce nord géographique est fixe alors que le nord géomagnétique est mouvant. Non seulement il est mouvant, mais il se meut de plus en plus vite et de manière de plus en plus erratique avec une constante. Il tend à se rapprocher du nord géographique. Et là, le problème qui se pose, et pour cela on était allé poser des questions à des gens très bien placés avec Patrice, on avait rencontré Gauthier Hulot, qui est professeur à Polytechnique, et qui nous a dit, les gars, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, mais je ne veux pas répondre face caméra, je ne veux pas semer la panique. De toute façon, l'État ne veut pas que j'en parle, je risque ma place. Donc on voit que c'est bien cadré et que les choses dont j'ai parlé sous forme de menaces dans ce premier film ne sont pas des plaisanteries de gamin qui veut se faire connaître. Donc on retient que ça, c'est une partie d'un pentagone. Vous avez reconnu le célèbre angle de 108 et les deux autres de 36. Et là, tout ce qui est expliqué en première partie va prendre son importance puisque nous sommes sur une sphère, c'est-à-dire un tronçon normalisé par pi. On se souvient dans ce premier film, par ailleurs, que l'on avait montré que des sites très importants étaient aux antipodes les uns des autres, c'est-à-dire l'île de Pâques est aux antipodes de Mohenjo-Daro au Pakistan, c'est-à-dire l'ancienne Indus, et que la distance, par conséquent, est d'environ 20 000 km, de la même manière que le plateau désertique de Nazca au Pérou, qui présente des pistas, c'est-à-dire des grandes figures géométriques, dont on pourrait penser que ce sont des pistes d'atterrissage, qui présentent des lignes et des géoglyphes en grande quantité, sur 500 km², eh bien, fait face à Angkor Wat, dont on sait que la pyramide est sur une île, puisque c'est entouré d'eau, Angkor Wat, et que c'est une construction à étages. Mais on dit que cette construction date du XIIIe siècle. Je suis d'accord, en effet, elle date du XIIIe siècle, mais si on omet de dire qu'il y a 9 étages en dessous, c'est qu'on est menteur par omission. Donc c'est très important de savoir que ces sites sont construits ou reconstruits les uns sur les autres. En ce qui concerne Nazca, c'est un endroit naturel, entièrement, vierge en quelque sorte. Et comme il n'y a pas de vent au sol, mais qu'il commence seulement aux alentours de 50 à 60 mètres, et qu'il est très violent par ailleurs, il y a un phénomène très particulier qui fait qu'il y a de toutes petites boules de végétaux, et ces boules, à cause du vent, s'encastrent en quelque sorte dans les creux que constituent ces dessins et les nettoient au fur et à mesure. Donc ça s'appelle, ce petit courant d'air, chez certains, c'est trapiche, ça s'appelle. Donc ça fait, c'est bien, puisque c'est de même dimension que le dessin, et tout ça est nettoyé régulièrement. Personne n'a besoin de l'entretenir. Le problème, c'est que quand on marche ou qu'on roule dessus, la trace reste quasiment indéfiniment. Donc on voit cela, et on voit Gizeh qui semble isolé dans son coin. C'est intéressant parce que là, la démonstration que j'ai très probablement raison se fait facilement. Là, il faut être un peu attentif et retourner en maths. C'est désolé, vous êtes dans le piège une fois de plus. Dans le film, j'explique que lorsqu'on multiplie la distance Angkor Wat-Gizeh par le nombre d'or, phi, on obtient la distance Gizeh-Nazca. Et si l'on multiplie la distance Gizeh-Nazca par le nombre d'or, phi, on obtient la distance Nazca-Angkor Wat et on ferme un cercle. La preuve, me semble-t-il que j'ai raison, est ainsi faite de cette sorte-là. Le petit côté de la grande pyramide, donc c'est le triangle rectangle là qui nous intéresse, donc deux triangles rectangles de même dimension font le côté méridien de la pyramide, eh bien le petit côté est correspondant, mais en droite, à Angkor Wat Gizeh. Si on multiplie ce petit côté non pas par phi, mais par racine carrée de phi, on obtient le grand côté qui figure la distance Gizeh-Nazca. Et quand on multiplie encore ce grand côté par non pas phi, mais racine carrée de phi, on obtient l'équivalent de Nazca Angkor Wat, c'est-à-dire l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Tout cela, évidemment, sera très bien expliqué, surtout qu'en fait, c'est un triangle rectangle et qui en cache 3 autres, et qui sont uniques dans l'infini des triangles rectangles. C'est pourquoi ça valait la peine de les attraper, si je puis dire. Donc, pour
simplifié, le découpage de l'équateur penché est analogue à la construction du triangle de la Grande Pyramide. Petit côté multiplié par racine carrée de phi égale grand côté, et grand côté multiplié par racine carrée de phi égale hypoténuse, alors que Angkor Wat, distance multipliée par phi, le nombre d'or, et non plus racine carrée, donne Gizeh Nazca, qui est encore multiplié par le nombre d'or, et non pas racine carrée du nombre d'or, donne Nazca Angkor Wat. On voit donc un exposé géométrique en droite, stérile, pour la pyramide, dont on sait qu'elle représente l'hémisphère nord de la Terre, proportionnellement, et de l'autre côté, l'exposé en courbe. Et cette notation vaudra la peine d'être vue de près dans le film. Cette étoile qui comporte le nombre d'or et ce cercle qui vaut pour pi, les voilà de nouveau. Mais cette fois-ci, la polarité est affichée. Nous avons l'île de Pâques, 1, Angkor Wat, 2, et de l'autre côté, Gizeh, 3. C'est donc un nombre impair et masculin, mais là, il y a deux notions superbes. C'est plouf, 2 fois. C'est le nombre pair et le nombre impair qui font les 5 pointes. Et le pôle géomagnétique est ici au centre. On voit quand même que ça marche bien, cette forme de géométrie, et c'est celle qui va nous permettre de démontrer que tous les sites qu'on ne trouve pas sur l'équateur penché sont tout de même en relation avec cet équateur penché. Ainsi en va-t-il pour Stonehenge, probablement le plus connu avec les grandes pyramides. Regardez comment ça marche. Vous avez l'équateur penché vers l'île de Pâques par ici et vers là. Vous avez Gizeh à une pointe ici, et après, donc perpendiculaire à cet équateur penché, vous avez Stonehenge sur un autre équateur à angle droit. Donc c'est cette méthode qui va être utilisée et on va réunir tous les grands points de la Terre simplement avec cette projection d'une étoile, l'homme dans un cercle céleste. Donc Stonehenge, l'un des sites les plus anciens et énigmatiques du monde, est ainsi en relation géométrique étroite avec le reste des sites énigmatiques de l'équateur penché et non pas isolé. De plus, il est aussi en relation avec le site allemand de Nebra sur le même parallèle. Qu'est-ce que c'est le parallèle ? C'est une ligne qui est parallèle à l'équateur. Ça veut dire que Nebra et Stonehenge sont sur la même ligne par rapport à l'équateur. Ce caractère de parallèle va être exploité également dans le film. Mais là, Nebra, c'est bien clair, ça n'est pas un mot allemand. Neb, en égyptien ancien, ça désigne un panier, un couffin dans lequel on met les enfants. Quant à Ra, c'est le nom même du soleil, donc c'est un panier pour le soleil. Et le disque de Nebra qui a été découvert, c'est un disque de bronze et d'or qui est la première pièce archéologique qui représente le ciel lui-même. Non pas un ciel imaginaire, mais vraiment les caractéristiques du ciel. Et l'autre particularité beaucoup plus indigeste, c'est que son périmètre est exactement de 1 mètre. On verra dans le film que nous avons des dimensions métriques un peu partout sur la Terre et ça va en gêner des paquets. Revenons à la première leçon de géométrie, à savoir la chambre haute de la Grande Pyramide. Souvenez-vous, c'est un double carré. Ce qu'il fallait dire, c'est que le périmètre de ce double carré, donc rectangle de 1 sur 2, est égal à 60 coudées, à savoir 31 mètres 416 ou pi fois 1 décamètre. Il se trouve que ce triangle-là, donc la diagonale du petit côté, le côté du côté long et la diagonale en quelque sorte spatiale qui va d'un côté à son opposé, s'appelle un triangle diophantin de valeur 3, 4, 5. La somme de ces nombres fait 12 évidemment, ça rappelle un zodiaque et conséquemment un cercle. Donc on a sous-entendu une géométrie circulaire à partir d'une géométrie droite. Et là ça va commencer à être désagréable cette deuxième partie, tant pis vous avez déjà payé. Ce qu'il faut faire savoir, c'est que le périmètre de ce triangle 3, 4, 5 est le même que celui du rectangle rouge. Voilà. En revanche, la surface de ce triangle est les 3/4 de la surface du rectangle. On voit qu'on continue à nous enseigner de la géométrie de base, certes enfantine, mais très utile. Là où ça devient intéressant, c'est que l'île de Pâques, de forme triangulaire régulière, doit sa forme à l'accollement de 2 triangles diophantins de proportion 3, 4, 5 collés dos à dos. Qui plus est, cette figure est l'emblème du feu. C'est normal pour une île volcanique. Maintenant, je vais revenir sur la notion de polarité entre Gizeh et l'île de Pâques. Gizeh, la pierre est calcaire. C'est donc une pierre sédimentaire. Ce sont les testes des animaux marins qui, pendant des millions d'années, se sont déposés et ont constitué une pierre donc, qui vient du monde animal et surtout de l'eau.
En revanche, à l'île de Pâques, c'est une île volcanique. Et donc, d'un côté, c'est l'eau, et de l'autre côté, c'est le feu. À Gizeh, tout est entouré de sable chaud, alors que là-bas, tout est entouré d'eau. On voit que ces polarités, ces complémentarités jouent dans le détail, si je puis dire, mais on en verra davantage et mieux dans le film. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vous de montrer les bizarreries de cette île. On va sur Google Earth, on plante les push-pins pour prendre les dimensions, on s'aperçoit que ce côté-là fait phi multiplié par 10 km, alors que l'autre côté fait phi multiplié par 10 km, alors que la base fait 20 km. Là encore, on est dans le délire qu'on a vu tout à l'heure, mais à tel point que vous ne le savez pas. Ce triangle diophantin de proportion 3, 4, 5 est utilisé en Égypte ancienne, on l'a vu dans la chambre haute de la Grande Pyramide. C'est, mais ça c'est encore mieux, le profil exact de la Grande Pyramide médiane, celle dite de Képhren, que vous voyez en bas. Vous voyez cette particularité terrible, c'est qu'on a le profil exact de la pyramide médiane dans le profil exact, mais à plat cette fois-ci, de l'île de Pâques. En réalité, si on n'avait pas eu un escroc épouvantable, méprisable, on aurait commencé par la révélation de l'île de Pâques parce que l'exposé géométrique est euclidien, c'est-à-dire à plat, en 2 dimensions, alors que les grandes pyramides, ce sont des volumes et c'est un tout petit peu plus complexe. Mais je pense qu'on s'en est assez bien tiré dans l'ensemble. On va maintenant retourner en Égypte pour analyser les caractéristiques de cette pyramide médiane dont personne ne parle ou presque, et on va s'attendrir sur la manière dont les anciens nous ont un petit peu enseigné ces choses-là. D'abord, les dimensions en coudées. La hauteur 274 coudées, donc de 0,5236 m, vous avez retenu, la base 411 et les apothèmes 342,5 coudées. Maintenant, on transforme ça en mètres, parce que c'est surtout en mètres que c'est intéressant. Et on remarque que le jeu des proportions et du système décimal dans la pyramide médiane, dite de Képhren, c'est assez bien illustré, puisque la base divisée par la hauteur donne une proportion de 1,5, alors que l'apothème divisé par la hauteur donne une proportion de 1,25. On est bel et bien dans le système décimal. On continue avec la soustraction de la hauteur à la base, soit 215 mètres 199, moins 143,46, ce qui donne 71 mètres 739. Et là, on procède de la manière inverse. On traduit les mètres en coudées et on se retrouve en compagnie de 137, qui est le nombre de Wiener, le nombre qui traduit mathématiquement l'angle de meilleure insolation des végétaux au soleil. Signé avec ça, ce serait facile, mais vous verrez dans le film, ça s'empile comme ça, c'est l'épouvante. Quand on fait l'analyse proportionnelle, et je vous ai dit qu'il y a plusieurs analyses superposées à faire, on s'aperçoit que si la base vaut 30%, les apothèmes valent 25% et la hauteur 20%. Ce sont les valeurs diophantines, nous avons 20, 25, 30, et la totalité fait en effet 100%. L'intéressant, c'est que la somme totale de ces segments en coudées est équivalente à 1370 coudées, c'est-à-dire le nombre de Wiener multiplié par 10. On a une autre figure qui est diophantine, elle aussi, en ce sens que la base fait 3, 4, 5 pour un rectangle, mais pour les deux, ça fait 6, 4, 5, encore une succession. Et on va un peu plus vite pour que ces choses n'entrent pas trop fixement dans votre mémoire. Donc, on a noté que 3 plus 4 plus 5 font 12. Maintenant, on va réduire un petit peu parce que le rapport entre l'apothème et la base, soit le rapport 5 sur 6, comme vu avant, renvoie évidemment à la relation entre phi carré et pi. 5 coudées égale phi carré, 6 coudées égale pi. Et leur somme est conséquemment de 11. 5 et 6 font 11. On a vu tout à l'heure 12, on a 11 et on va passer à 10 de manière subreptice. La base, si elle vaut 6, la hauteur fait 4. Donc la somme fait 10. Mais lorsqu'on fait 6 fois 4, ça donne 24. Et là, on est en relation analogique avec les 24 heures qui permettent à la Terre de faire un tour sur elle-même. Et conséquemment, on est en relation avec un cercle et pi. Continuons parce que l'étonnement va plus loin. Les 342,5 coudées d'apothème multipliées par des 2 apothèmes font 685 coudées. Or, c'est précisément la valeur de la somme de la base plus la hauteur. La totalité fait 1370 coudées, comme dit, c'est-à-dire l'angle de Wiener multiplié par 10, ou encore 5 fois la hauteur, 5 fois 274 coudées, faisant 1370 en effet. Et on va diminuer, on a 5 fois la hauteur, ici on aura le périmètre méridien,
égale 1096 coudées ou encore 260 coudées de la hauteur multipliées par 4. Maintenant, il y en a assez des maths. Ouh là là, on va aller faire des maths, mais cette fois-ci à l'île de Pâques. La base du triangle Pasquan, donc, est de 20 km et ses deux côtés égaux, selon Google Earth, font 12 km 400. Ça, on veut bien, mais quand on vérifie par la trigonométrie, qu'au moins 2 aiment bien ici, et une là-bas, le résultat est 12,36. Or, vous connaissez ce nombre, c'est racine carrée de 5 moins 1 multiplié par 10, exprimé en kilomètres, c'est-à-dire l'inverse de phi multiplié par 2. Conséquemment, en divisant les 20 km de la base par la valeur d'un côté, soit 20 km divisé par 12,36 km, nous obtenons la valeur du nombre d'or, phi, sous-entendu en kilomètres. Et c'est encore la valeur, souvenez-vous, de la comparaison entre l'année lunaire et l'année solaire. 12,36 lunaisons pendant une année solaire. C'est curieux que le drapeau des Pasquans soit la Lune. On continue avec un autre type d'analyse, on passe à la topographie. Si l'on considère à présent les particularités du relief de l'île de Pâques, on constate rapidement que ces trois sommets les plus élevés en occupent les sommets des trois angles, c'est-à-dire en bas à gauche, au sud-ouest, nous avons le volcan Ranokao ici, et il est splendide parce qu'en plus il fait 1 km 236 de diamètre. Vous voyez que je dis plus rien, c'est comme ça, on est passé avant moi, ça devient un gros délire. Ce splendide volcan est complété par le volcan Televaka qui, lui, n'a plus de cratère puisque tout cela a été recouvert, etc. Et en fait, le volcan Poike qui, lui aussi, est bouché. Poike, ça veut dire aussi bien en hollandais qu'en Rapanui, la fournaise, le trépied où on met le feu, etc. Ce qui est assez étonnant puisque c'est un hollandais, rappelez-vous, qui a trouvé cela. Alors, on va aller faire des constats suivants. Regardez Ranokao, ce premier volcan que vous avez vu en bas à gauche, au sud-ouest, ça, vue du ciel, ici, et vue de la Terre. Vous voyez qu'il est quand même assez joli, bien dessiné. C'est un truc splendide à voir. Et maintenant, aller à un autre volcan dont je n'ai pas parlé, qui est le fameux volcan d'où l'on extrait les moailles, ces statues qui ont la tête de Jacques Chirac. Et tout est extrait de l'extérieur et de l'intérieur de ce Ranoraraku. Vous voyez du ciel ici et à partir du sol là. Et la chose étonnante, donc, on en extrait des moailles, environ 1 millier, et ces moailles sont assujetties à la géométrie puisqu'ils sont enterrés aux 2/3 la plupart du temps. C'est ce qu'il faudra expliquer. Pourquoi on enterre des statues complètes, paresseuses, hein, d'ailleurs vous avez vu les mains dans le film, dans la terre pour qu'on en voit seulement la tête à partir du cou. C'est assez rigolo, mais incompréhensible. Ce qui nous retient l'attention au mieux, c'est que lorsqu'on prend les dimensions, elles sont parlantes d'une part, mais quand on trouve le centre de ces calderas, c'est-à-dire de ces cuvettes vides, comment font les Pasquans pour le savoir si ce sont les Pasquans qui ont trouvé ça, je ne sais pas, et qu'on joint le centre de la caldeira de Ranokao, ce grand volcan qu'on trouvait au sud-ouest, et celui de Ranoraraku, où on extrait les têtes de Jacques Chirac, eh bien, ça c'est le Ranoraraku que vous avez vu il y a quelques instants, vu du ciel. Autre difficulté, le résultat est assez surprenant puisque la distance linéaire exacte entre ces deux centres des calderas est égale au nombre d'or en kilomètres, là encore. La nuance à observer que ce sont les seuls volcans comportant de l'eau dedans et qu'ils sont circulaires comme la lettre O. On va terminer cette toute petite séance pascuane par des documents qui affirment que, selon le capitaine espagnol Don Gómez González de Haedo, qui visita l'île de Pâques en 1777, une pyramide était visible dans l'île, ce qu'avait confirmé le père de la Brosse en 1799. Mais cette pyramide a disparu, on ne sait pas pourquoi, ni quand, ni comment. C'est très dommage, ça rappelle l'histoire du pyramidion, tout ce qui dépasse, on l'enlève. Où mène cet ensemble de découvertes en ce qui concerne Gizeh, l'île de Pâques, simplement à cette conclusion naïve, mais solide. L'île de Pâques et le site de Gizeh sont en connexion géographique et sémantique au minimum. Maintenant, s'il vous plaît, rattachez vos ceintures, on va décoller, parce que le plus étonnant reste à voir. Partons dans la direction indiquée par la hauteur du triangle équilatéral assemblant deux triangles rectangles Diophantins de proportion 3, 4, 5, de même profil que la pyramide dite de Képhren. Donc ça, c'est l'île de Pâques en sombre.
En bas, c'est sa base, 2 km. En hauteur, je vous laisse calculer, c'est intéressant. Et on va suivre cette hauteur vers le nord. Donc, nous allons ensemble plein nord. Et curieusement, on va intercepter, chose inattendue, je suppose, le nord géomagnétique qui est à l'ouest de l'Alaska. Et passant ce nord géomagnétique, on va continuer parce qu'on sait que de l'autre côté, aux antipodes, c'est-à-dire à 20 000 km, on va trouver Mohenjo-Daro dans l'Indus, c'est-à-dire au Pakistan, et que la précision dans ce domaine est assez hallucinante parce que la seule protubérance à Mohenjo-Daro, eh bien, elle est exactement recouverte par cette ligne. Donc ce monticule est unique et hop, ça tombe dessus. Donc on voit que ces gens avaient une capacité géométrique sur des dimensions de 20 000 km, c'est remarquable. Et on continue avec la bizarrerie. Vous allez voir pourquoi je suis assez prudent. Vous lisez ici la couverture d'un ouvrage qui a paru en 1932 suite à une conférence Océanie et Inde près. Là, je ne peux pas lire, c'est trop dangereux. Mohenjo-Daro et l'île de Pâques. Voilà. Pour ça qu'il faut que je cesse mes âneries, puisque sur Internet, je suis un nazi, un homophobe, un antisémite et tout ça. Et je suis un ami de égalité, réconciliation, enfin tout ça. Je suis un ami de Jean-Marie Le Pen, de Alain Soral, enfin toutes les personnes qu'on n'aime pas, on les met de côté, c'est ainsi. Mais ça, il est bon de le savoir, puisque là encore, la jonction métrologique et sémantique existe, elle est très forte, elle s'inscrit jusque dans l'écriture. Il faut se souvenir que la seule écriture qu'on ait trouvée en Océanie, c'est l'écriture des Pasquans, dite rongo-rongo, que je traduis librement en anglais, langue d'insulaire et marin. To run, to go, hein, courir, aller, rongo, rongo, 2 fois, ça veut dire 2 fois plus vite peut-être. Et on trouve seulement 25 de ces plaquettes qui ont la particularité de devoir être lues, comme on dit, à boustrophénon, c'est-à-dire chez les Grecs, comme un bœuf qui trace un sillon sans s'arrêter et trace des sillons parallèles qui n'en sont qu'un seul, c'est-à-dire il va de droite à gauche, de gauche à droite, et ainsi de suite. Et pour lire ça, il y a 2 personnes qui scandent des syllabes qui correspondent à ces figures, et à chaque fin de ligne, on retourne la chose. Donc la plaquette ressemble à une planète qui tourne, et c'est intéressant. Maintenant, regardez bien ces figures. Vous avez des figures d'oiseaux, des figures de tortues, certes, mais d'autres plus étranges. Et la correspondance est assez hallucinante entre l'Indus, c'est-à-dire la partie du Pakistan, Mohenjo-Daro, ici, et la correspondance à l'île de Pâques. Un personnage avec un U, c'est peut-être de quoi boire, on ne sait pas. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce personnage tient une sorte d'échelle, là aussi, sauf qu'il a une tête d'oiseau. Et là, ça commence à grincer des dents, une fois de plus. Vous comprenez pourquoi je suis prudent. Mais je suis rassuré parce qu'on trouve également ces figures-là dont on reparlera incessamment, indéfiniment. Elles sont précieuses. Vous êtes bien assis dans votre siège, vous avez votre parachute et tout ça, vous avez lu les instructions de secours, allons-y. Le problème qui ne s'explique pas plus que la liaison linguistique et graphique entre l'île de Pâques et l'Indus, c'est cela. Teotihuacan, au Mexique, site de grandes pyramides, a une pyramide du Soleil, une pyramide de la Lune et une pyramide du serpent à plumes Quetzalcoatl. Mais l'allée des morts, 4 km 100 à peu près en plein soleil, c'est dur, eh bien, elle est tournée, orientée vers l'île de Pâques. Chichen Itza, site de pyramide au Mexique, c'est la même chose, orientée vers l'île de Pâques. Palenque, dans le Yucatan, c'est-à-dire à l'est dans la jungle, est orienté vers l'île de Pâques, tout comme Uxmal, qui est tourné vers l'île de Pâques. Vous pouvez vérifier tout cela, évidemment, sur Google Earth. Tonina, trouvé il y a une dizaine d'années en frontière du Nicaragua, c'est pareil, c'est tourné vers l'île de Pâques. Ainsi, tous ces sites vont, par leur orientation, joindre Mohenjo-Daro et l'île de Pâques, 20 000 km pour joindre l'un et l'autre, et passer par le nord géomagnétique. Donc l'indication est forte, et vous voyez que d'un côté à l'autre, eh bien, c'est beaucoup de difficultés géométriques pour donner des azimuts aussi précis. Et on continue, cette fois-ci, c'est la Chine. Avec Xi'an, c'est la région centrale où il y a environ 400 grandes pyramides. La particularité des pyramides chinoises, c'est qu'elles sont souvent oblongues, c'est-à-dire elles ont une longueur et une largeur, et évidemment une hauteur. Donc, la plupart des grandes pyramides de cette région centrale de Chine sont orientées vers l'île de Pâques.
et la cité interdite elle-même, c'est-à-dire le palais impérial à Pékin, Beijing, dans la graphie moderne, est orientée vers l'île de Pâques et conséquemment par la même à Mohenjo-Daro. On voit ici que les sites du Mexique sont interceptés ici, alors que la Chine, ici, c'est pareil, mais en perpendiculaire. Ça dessine un quart de la Terre. Et on voit que ça va de l'autre côté à l'île de Pâques. Alors, comme vous êtes sage et très attentif, je vous proposerai d'aller vérifier par vous-même avec un autre site qui n'a rien à voir avec les sites chinois, mexicains et tout cela. Allez voir, s'il vous plaît, Saint-Pierre de Rome et vérifier l'orientation de Saint-Pierre de Rome. Vous allez être étonné, ça va jusqu'à l'île de Pâques d'un côté et Mohenjo-Daro de l'autre. Hein. J'espère que vous le ferez. C'est mieux de le faire par soi-même que se laisser dire. Alors ces directions, peut-être, elles sont l'explication de pourquoi on trouve des lignes qu'on ne voit pas du sol à l'île de Pâques, mais en altitude. Elles sont très rectilignes et elles décollent, si je puis dire, toutes du volcan qu'on a vu tout à l'heure, Rano Raraku, là où il y a les têtes des individus. Ce qu'il faut savoir, parce que ça ajoute du sel au mystère, c'est que l'île de Pâques, les statues qui ont la trombinette de Jacques Chirac, on les laisse, on les montre. En revanche, celles qui ont des traits négroïdes ou asiatiques, on les cache, voire même on les casse, on les enterre. Et ça n'est pas le fait des insulaires qui, eux, ne voudraient pas que leur héritage soit détruit. Ce sont le fait des autorités chiliennes qui prennent de plus en plus de puissance dans les lieux. Ce qui fait que lorsqu'on y est allé, il n'y a même pas 3 semaines, il y avait un conflit qui a fait plusieurs morts pour cette raison. Donc il faut savoir qu'on est en train de nous casser notre héritage et que les Pasquans veulent veiller sur leur propre héritage, mais n'y parviennent pas, puisque c'est réglé de sorte économique et militaire. Donc la chose est assez désagréable à vivre et à voir. Donc on voit ces lignes-là qui partent du volcan, comme vous le voyez dans l'image suivante en bas, le volcan Rano Raraku. Et ces lignes vont rejoindre la mer. Quelquefois, il y a des routes comme ici qui passent par-dessus. Personne ne s'en aperçoit. Et qu'est-ce qu'on trouve au bout? Ces espèces de chaussées qui rentrent sous l'eau. Et ça, on nous dit, les explications sont simples. On nous dit, c'est le basalte des volcans qui tombe à l'eau et ça fait psh quand ça arrive et ça s'organise comme une coulée de lave qui rentre avec des côtés comme ça. En revanche, quand on questionne les plongeurs, les frères Garcia de l'équipe de Cousteau, vous savez, eh bien, eux, ils disent, non, pas du tout, le basalte, il fait ce qu'il veut, mais quand on est sous l'eau, nous, on voit bien des routes, c'est-à-dire des voies qui se séparent, qui reviennent, qui se croisent. Il y a des croisements à angle droit et tout ça, et on voit mal le basalte se débrouiller à faire ça tout seul. Donc, on abandonne un peu l'île de Pâques du point de vue géographique et morphologique pour s'intéresser à sa situation. La distance exacte entre l'île de Pâques et le célèbre site andin de Machu Picchu, alors par parenthèse, on souhaitait aller à Machu Picchu. On nous demande 1 an de délai pour avoir les autorisations et on nous demande de payer $100 000. C'est sympa, la culture, maintenant, c'est la main à la poche, débrouillez-vous. Et donc, la distance entre le centre de l'île de Pâques et le centre de Machu Picchu est de 4058,795 m, de centre à centre. Donc, si l'on divise le périmètre terrestre précis par cette dimension précise, le résultat est pi carré. Donc, vous voyez qu'en plus d'avoir des destinations multiples partagées sur l'équateur penché par les valeurs de phi sur pi, et bien là, on a de site à site des relations avec ces deux valeurs pi et phi. Lorsque nous sommes allés, après la visite d'une semaine à l'île de Pâques, qui fut très très mouvementée à cause de ce conflit d'une part, et par le fait qu'on voulait filmer ce qu'on avait à filmer, nous sommes allés en Bolivie, cette fois-ci à 3880 mètres d'altitude, et on a visité le site de Tiahuanaco, qui est environ à 70 km au sud-ouest de La Paz, la capitale la plus haute du monde. L'aéroport El Alto est à 4040 mètres. Eh bien, ce site de Tiahuanaco est séparé en 3 zones. La zone Acapana, qui désigne simplement une pyramide. Vous imaginez une pyramide à 3880 mètres d'altitude, c'est vachement intéressant, c'est efficace, je ne sais pas ce qu'on fait. Il y a ce site-là qui s'appelle Kalasasaya et le plus étrange d'entre tous, qu'on a déjà montré en diaporama, qui s'appelle Pumapunku et qui va vous réserver d'étonnantes surprises dans le film. Donc sur Kalasasaya, le mur est là, lorsqu'on le prolonge, on l'azimute, il arrive et il passe le nord géomagnétique
comme les autres sites. C'est intéressant parce que les géologues ne sont pas du tout d'accord avec les anthropo-ethno-sociologues qui disent c'est entre 300 et 800 de notre ère, alors qu'il n'y a strictement aucun lien avec la population autochtone et ces choses-là. Les autochtones, ce sont des paysans éleveurs, très peu d'agriculture, surtout de l'élevage, les lamas, vous savez. Et donc, c'est un truc qui s'amène sur 60 km². Il y a des caillasses de toutes les formes et très, très finement découpées dans l'andésite. L'andésite, c'est à peine moins dur que le silex, donc c'est intéressant. Là, on va changer de décor parce que ça commence à bien faire la Terre et on va aller dans l'espace pour vous montrer que ce qui a été dit en première partie jusqu'à présent ne concerne pas seulement la Terre. Regardez ainsi la planète Mercure, c'est-à-dire l'emblème du dieu de l'intelligence, des arts, de l'écriture, etc. Son diamètre réel s'inscrit dans cette figure-là, donc un pentagone étoilé, alors que celui de la Terre s'inscrit dans le pentagone étoilé qui vient immédiatement après. Ah, on va dire, c'est le hasard tout ça. Ça devient gênant parce que si on compare les révolutions de Mercure autour du Soleil et la révolution de la Terre autour du Soleil, elles occupent, si je puis dire, respectivement les mêmes dimensions. C'est comme si Mercure tournait autour de Mercure et la Terre autour de la Terre. Rassurez-vous, ça va aller plus loin. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'ouvrir au moins un téléphone. J'en vois un là-bas. Est-ce que vous voudriez bien prendre en considération ceci? Mercure se comporte à l'égard du Soleil comme la Lune à l'égard de la Terre. À savoir, Mercure propose toujours la même face au Soleil, alors que la Lune propose toujours la même face à la Terre. La durée de la révolution de Mercure autour du Soleil, c'est 88 jours. Et vous voyez que 8, c'est bien l'emblème de l'intelligence aussi. Alors que la révolution de la Lune autour de la Terre, c'est 28 jours. Qui voudrait, grâce à son téléphone portable, diviser 88 par 28, s'il vous plaît, et nous dire le résultat? Merci. 3, 14, 28, 57, etc. Nombre irrationnel et cyclique. Ces choses-là étaient certainement connues et elles ont été figurées un peu partout, comme ici, lorsqu'on est à Notre-Dame de Paris, sur le stylobate, c'est-à-dire l'entrée décorée, là où il y a les portails. On voit cette femme qui lève les yeux au ciel, comme les Moaïs de l'île de Pâques, dont je rappelle que l'ancien nom, c'est Mata Keterangi, ça veut dire les yeux qui regardent le ciel. Mais la mode, actuellement, chez les ethnologues, c'est de dire non, non, les Moaïs regardent le sol et les villages de l'île pour les protéger. Vous voyez que le langage n'est pas exactement le même. Or, cette femme donc désigne le ciel, regarde le ciel et tient un cercle, c'est-à-dire la figuration du ciel, c'est-à-dire pi, dans lequel il y a un pentagone phi. Et la différence de surface est du simple au double. Si ça, cette surface fait 1, le reste fait 2. On voit quand même que ces petites choses sont sympas. Maintenant, redécollons. Et voyons que la Lune par rapport à la Terre est bien figurée dans la relation, cette fois-ci carrée, et avec la spirale de Fibonacci, la spirale dorée. On va continuer avec l'étonnement, et là vous en avez pour un quart d'heure dans le film prochain. Regardez ceci. Nous avons Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, etc. Ça, c'est le diamètre de la Terre, 12 756 km. Vous avez bien noté cette valeur-là. Ça, c'est la somme des diamètres de toutes les planètes, 400 699 km. La curiosité apparaît. Périmètre terrestre égale 40 069,9 km, c'est-à-dire cette valeur-là divisée. Et l'autre chose, c'est 400 699 km divisé par cette valeur-là, 12 756, égale pi multiplié par 10 à 99,99% de justesse. Continuons dans l'étonnement. La relation Terre-Lune, elle aussi, ça n'est pas seulement Mercure, la Lune et toutes ces choses-là, c'est que tout va être contributif. Regardez, relation Terre-Lune et phi en kilomètres. Cette valeur-là, vous la connaissez, c'est la valeur du quart du périmètre terrestre. Donc nous sommes en compagnie de pi. C'est tout cela qui vous l'explique. Maintenant, 10 000 fois la racine carrée de phi en kilomètres, c'est le diamètre de la Terre. Alors que la somme diamètre de la Terre plus diamètre de la Lune fait 10 000 fois phi en kilomètres.
Je n'y peux rien, c'est comme ça et ça continue et ça ira de pire en pire. On se souvient que 10 000 fois phi en kilomètres, c'est la somme totale de cela. Et ça correspond au grand côté qu'il vaut en proportion racine carrée de phi. Alors que la base, le petit côté, vaut 1 et l'apothème vaut phi soi-même. C'est correspondant à cette figure que vous avez vue tout à l'heure. Pour parler bref, les relations entre la Terre et la Lune sont établies sur le profil méridien de la grande pyramide de Gizeh divisé par 2, à savoir ce triangle-là qu'on a déjà vu dans sa projection terrestre tout à l'heure. Et la jonction se fait par 1, racine carrée de phi, et phi le nombre d'or. J'espère qu'en posant la question suivante à M. Jean-Pierre Adam, et je m'adresse à toutes les personnes qui ont vu le film La Révélation des pyramides, il osera nous répondre à cette question. Tout cela est-il dû au seul hasard? C'est totalement exclu. Merci à lui pour son excellente prestation involontaire et à vous tous pour votre présence amicale, chaleureuse, fidèle à nos côtés. Ça n'est pas terminé. Ah, ça n'est pas terminé. Vous savez qu'il y a toujours des petites choses supplémentaires dans nos activités. Certains diront « Non merci, ça n'est pas ma culture, ça ne m'intéresse pas, c'est ma pas... » Non, rien. Et d'autres trouveront ça stupide, ridicule et tourneront ça en dérision. Vous voyez, il y en a même qui sont morts de rire. Mais il faut considérer que cet ensemble constitue des ponts entre différentes disciplines, des passerelles entre divers points de vue et des liaisons entre méthodologies variées et complémentaires. Et tout cela est utile à tous. Ce dont je parle maintenant, c'est qu'en fractionnant les sciences, on est incapable de voir ce qui constitue l'unité que nous propose la nature. On ne se reconnaît pas là-dedans parce qu'on n'est pas fractionné. Lorsqu'on dort, on se réveille identique à ce qu'on était la veille à très peu de choses près, les maux de tête suite au vin, etc. Mais l'ensemble de ce qui a été proposé, ce sont des clés pour ouvrir de nouvelles portes. Et ces portes, elles sont l'avenir que l'on se propose à nous-mêmes et qu'on va livrer comme héritage à nos enfants. C'est pourquoi je dis, faites bien attention, on est en train de vous voler l'histoire de toutes les manières possibles. L'interdiction d'accès, la falsification et toutes ces choses-là. Donc Patrice et moi et d'autres personnes amicales décidées, volontaires, indomptables, sommes en train d'essayer de rectifier, si je puis dire, la chose dans ce domaine. Vous savez que c'est un tout petit film parmi des centaines de milliers de films. Il y en a plusieurs centaines par an. Celui-là est passé inaperçu. Jamais il n'y a eu de publicité, mais à l'heure actuelle, 90 millions de personnes l'ont prélevé sur Internet. C'était en revanche une introduction à l'ensemble de mes découvertes et une introduction en quelque sorte superficielle et touristique. Là, dans le deuxième, vous allez, et vous avez compris un petit peu que je vais frapper beaucoup plus fort en développement de tout ce que vous avez vu. Ça correspond à peu près à 10% du contenu de ce film. Donc, il y a vraiment de la matière. Et la dernière partie, particulièrement, est forte puisqu'on ne peut pas tourner autour du pot. Ça correspond exactement à des données astronomiques, physiques, etc. Et c'est très peu de choses. Simplement, je souhaite vous dire que donc j'ai fait un tout petit peu, il reste beaucoup à faire et je compte sur la participation de toutes et tous. Et je ne suis pas tout seul à avoir déliré, puisque je vous cite là le titre d'un ouvrage paru en 1780, 9 ans avant de la Grande Révolution qui pourrit tout. C'est le titre d'un livre d'Alexis Jean-Pierre Poucton, mathématicien et correspondant de l'Institut. Métrologie, ou traité des mesures, poisée monnaie ancienne, poisée monnaie des anciens peuples, où on traite de l'utilité des étalons inaltérables pris dans la nature, de l'avantage d'une mesure universelle, du calcul décimal. On fait voir qu'une mesure universelle prise dans celle d'un degré de méridien ne serait pas moins parfaite que celle qu'on réglerait sur la longueur d'un pendule à seconde. Petite parenthèse. Mesure parfaite qu'on réglerait sur la longueur d'un pendule à seconde. Et ça, c'est la notion d'espace-temps discrètement indiquée, parce qu'elle est très ancienne, et on l'a aperçue dans le premier film avec la notion de vitesse de la lumière en 1/1000e de seconde. Donc, ces gens-là, sans formaliser de manière moderne, avaient bien perçu qu'on parlait d'espace-temps. Je continue.
Et on prouve que les anciens avaient un étalon naturel de mesure pris dans la grandeur du degré de méridien, et que dès les temps les plus reculés, avant la fondation de Ninive, de Babylone et des pyramides d'Égypte, la circonférence de la Terre avait été mesurée aussi exactement qu'elle l'a été dans ce siècle. Donc je ne suis pas le premier à délirer, ni le dernier d'ailleurs, j'espère. Au siècle dernier, à cette époque, comme à la précédente, on ne parlait pas d'ovnis, d'ufologie, d'extraterrestres, etc., etc., mais on pouvait percevoir dans la culture qu'on étudiait sans avis prématuré des préjugés, comme Alexandre Moreau de Jeunesse, qui était un anthropologue, L'Océan des anciens et des peuples préhistoriques, il dit: les fables cosmogoniques, les théories et les généalogies par lesquelles débutent toutes les traditions s'accordent sur l'existence d'un peuple d'êtres supérieurs aux hommes, vivant cependant avec eux en commerce habituel, dont les uns leur servent de guide et de protecteur, tandis que les autres leur sont ennemis. Une telle conception n'a pu se former dans l'esprit naïf des populations primitives sans un fondement quelconque. C'est trop présumer des ressources et de la précocité de l'esprit humain d'y voir un ensemble systématique d'allégories abstraites. On va terminer pour ce qui est des citations par Konstantin Tsiolkovsky, qui est donc un ingénieur et un chimiste russe, l'équivalent de l'américain Robert Goddard pour les fusées, et qui écrivait dans son livre Volia Vselenoi, la volonté de l'univers: il nous est difficile d'imaginer un être supérieur à l'homme terrestre. Cette conception étroite nous empêche de nous représenter une intervention d'entités extraterrestres dans nos affaires. Cependant, un grand nombre de phénomènes restent encore inexpliqués à cause de cette attitude, empêchant de comprendre beaucoup d'événements troublants contenus dans l'histoire et la littérature. Il me reste à terminer avec cette phrase de Victor Hugo. Si vous abandonnez ces faits, prenez garde. Les charlatans s'y logeront et les imbéciles aussi. Pas de limite, pas de milieu, la science ou l'ignorance. Si la science ne veut pas de ces faits, l'ignorance les prendra. Vous avez refusé d'agrandir l'esprit humain, vous augmentez la bêtise humaine. Et là, ça marche fort. Hein. Donc la question à minima, c'est: doit-on remettre en question les apports de Darwin? Il semble que, au fur et à mesure des films, ça deviendra une évidence écrasante. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt: doit-on réécrire l'histoire, ou l'histoire a-t-elle déjà été réécrite? Pour lutter contre cette situation, qui me semble de plus en plus grave parce qu'elle s'accélère, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire vos questions, merci. On peut rallumer.